Bon, bonjour à tous, je pense qu'on va pouvoir commencer. Je vois qu'on commence déjà à être pas mal de participants. J'espère que vous voyez bien mon écran. N'hésitez pas à me le dire dans le chat si c'est pas le cas. Donc, je suis ici aujourd'hui pour vous présenter mon mémoire sur la gestion des taux de change et le multidevise, aussi appelé multicurrency, dans un contexte IFRS 17. Alors, on va voir dans les deux premières parties. Attendez, j'ai juste un message dans le chat. Non, c'est bon. Hop. Donc, on va voir dans les deux premières parties que on va mettre un petit peu de contexte autour des différentes normes qui sont en jeu et de l'utilisation des taux de change dans ce cadre. Pour situer un petit peu les travaux qui ont été menés dans ce mémoire, moi, je travaille donc chez Adactis. C'est une entreprise de conseil qui propose des outils à ses clients et notamment aux préparateurs de comptes IFRS 17. C'est ce qui va nous intéresser ici. Et donc, ces travaux incluent notamment la préparation et le développement des modèles de valorisation IFRS 17 dans lesquels on a dû donc intégrer récemment ce sujet du multidevise. Et par la suite, on poussera un petit peu l'analyse plus loin sur un cas qui n'a pas encore été intégré dans la solution IFRS 17 développée par Adactis à ce jour. Donc, pour démarrer la présentation de ce sujet, comme je disais, on va poser un petit peu de contexte autour des normes qui sont en jeu. Euh, alors, pour rappel et pour les non-initiés à la norme IFRS 17, c'est une norme qui vise à harmoniser la comptabilisation des contrats d'assurance, et ce, notamment entre des organismes d'assurance de différents pays. Donc là, on voit un peu qu'on a une dimension internationale qui justifie l'utilisation des taux de change pour justement comparer les différents organismes d'assurance. Et à cela s'ajoute aussi la nécessité de gérer les taux de change pour les organismes d'assurance qui sont implantés dans différents pays. Donc pour répondre à cette problématique, la norme IFRS 17, elle impose l'utilisation de la norme IAS 21. Cette norme, elle propose donc des méthodes de conversion des principaux indicateurs IFRS 17 entre trois monnaies différentes, ainsi que le calcul des écarts de taux de change qui en résultent et leur comptabilisation dans le contexte IFRS 17. Là-dessus, on va revenir bien plus en détail. Je vais vous expliquer justement un petit peu dans le début de cette présentation comment mener à bien tout ça. Juste pour avoir un petit peu de vocabulaire pour la suite, je vous présente les trois types de monnaies qui sont dictés par la norme IAS 21. On a donc dans un premier temps la monnaie fonctionnelle, qui est vraiment la monnaie de l'environnement économique dans laquelle l'organisme d'assurance opère. On a ensuite la monnaie, là où les monnaies transactionnelles, qui sont, comme son nom l'indique, vraiment les monnaies dans lesquelles sont payées les différentes transactions, donc dans lesquelles sont dus les sinistres, les primes, par exemple. Et enfin, la monnaie de reporting, qui est la monnaie qui est utilisée pour la présentation des états financiers, qui se rapproche qui peut être la monnaie fonctionnelle, mais c'est pas toujours le cas. Et donc, l'idée, ça va être dans un premier temps de voir un petit peu les mécanismes de conversion de ces différents éléments monétaires dans ces trois différentes monnaies et ensuite les calculs, la comptabilisation de ce qu'on appelle les écarts de taux de change. Mais là-dessus, je reviendrai avec des exemples un peu chiffrés pour que ce soit vraiment parlant. Euh, Je vais faire un tout petit premier aparté. Comme je disais en introduction, chez donc Adactis, on propose des solutions pour les préparateurs de comptes IFRS 17 qui se décomposent en deux sous-parties. On a une première partie qui est la projection des cash flows
et une seconde partie qui est la partie vraiment comptabilisation IFRS 17, nous qui va plus nous intéresser parce que c'est vraiment là que sont faits la plupart des calculs justement sur ces conversions et calculs d'écart de taux de change. En plus de ça, la norme IS 21, elle nous donne assez peu de méthodologie particulière pour cette partie projection de cash flow. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a potentiellement des bases de primes sinistres qui sont dans une ou plusieurs monnaies transactionnelles. On a quand même dû faire quelques choix méthodologiques pour pouvoir générer les triangles potentiellement qui sont utilisés, mais c'est pas toujours pertinent une monnaie de provisionnement euh, pour pouvoir justement faire ces conversions dans une seule et même monnaie nécessaire pour la projection des cash flows. Refaire la conversion dans la monnaie transactionnelle de base euh, euh, pour euh, et justement que ce soit exactement au même taux qui est le taux à la date de clôture de la période et ce pour justement agréger les cash flows en monnaie transactionnelle et avoir des éléments projetés qui rentrent dans mes modèles de valorisation IFRS 17 dans la monnaie transactionnelle. Là-dessus, je ne m'étends pas trop parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui pourraient être détaillées, mais tout est vraiment précisé dans le mémoire. C'est pas, faudra pas hésiter à aller dire. On va un petit peu plus parler du coup de la conversion directement dans les modèles de valorisation IFRS 17. Alors pour les premières parties ici, on fait une hypothèse forte qui est que on a une seule monnaie transactionnelle par groupe de contrats. Ça, on verra par la suite que ça simplifie fortement les calculs parce que justement les cas où on a plusieurs monnaies transactionnelles seront détaillés et plus complexes que ça. Donc, comme dans les modèles de valorisation en monnaie transactionnelle, et le but, ça va être de les convertir en monnaie fonctionnelle et en monnaie de IAS 21 qui indique la possibilité d'utiliser plusieurs taux de change. Donc, les quatre taux de change qui d'abord simplement les taux à la date de transaction, mais Oui, Valentin, il faudrait que vous coupiez oui, votre caméra parce que ça lag énormément et ah donc mince, on ok, vous entend mal, c'est très agréable. Donc coupez votre caméra, s'il vous plaît. Merci. ok. Dites-moi si c'est mieux, sinon je changerai peut-être de connexion hein, si, si vous avez toujours du mal à m'entendre. Donc je disais que alors pour la conversion dans les monnaies fonctionnelles et monnaies de reporting, la norme IAS 21, elle nous donnait la possibilité d'utiliser quatre taux de change différents. Donc le taux de change, premièrement, la date de transaction, quand on a la date de transaction qui est connue pour lequel le cash flow est payé. Mais ça, on voit assez facilement que c'est pas toujours le cas. On a aussi les taux à la date d'ouverture de la période, la taux à date de clôture, et également un taux moyen qui est autorisé par la norme IAS 21 qui est autorisé dans certains cas où justement l'élément monétaire survient de manière assez uniforme sur la période et que les taux de change ne fluctuent pas significativement sur cette période. Donc j'ai mis quelques exemples d'utilisation de ces taux de change pour en fait le premier gros but, ça va être dans chaque modèle de valorisation de sélectionner le taux de change à utiliser pour convertir les éléments monétaires. Donc c'est un premier gros travail qui doit être fait sur les modèles de valorisation. Euh,
ça implique vraiment de passer sur tous les éléments monétaires du modèle. Et ensuite, donc on va voir ce que ça donne sur un exemple un peu chiffré. Alors, je refais aussi un petit rappel potentiellement pour ceux qui ne seraient pas trop initiés à la norme IFRS 17. Euh, Là, c'est un exemple assez simple d'une réconciliation de passifs, par exemple, où on a une balance d'ouverture, une balance de clôture, donc sur la période observée. Et en fait, le but de la norme IFRS 17, ça va être d'expliquer un petit peu tout ce qui se passe entre cette balance d'ouverture et cette balance de clôture. Donc là, on voit que en monnaie transactionnelle, on a voilà, c'est le cas d'une réconciliation classique où la balance de clôture, du coup, est bien égale à la somme de tout ce qui se passe entre la balance d'ouverture et cette balance de clôture. Sauf que du coup, étant donné que chaque élément monétaire est converti avec un taux de change différent, forcément, en monnaie fonctionnelle et en monnaie de reporting, on a une balance de clôture qui est différente de la somme des autres éléments monétaires. Et donc, en fait, c'est ça qu'on appelle les écarts de taux de change. Là, on voit ici, on avait une différence donc dans l'exemple précédent de 355, et pour que la balance de clôture concorde avec toute cette somme, on vient justifier cet écart par ce qu'on appelle un écart de taux de change. En plus de ça, la norme IAS 21, elle nous dit également que l'écart de taux de change en monnaie fonctionnelle doit être converti de la monnaie fonctionnelle vers la monnaie de reporting avec le taux à la date de clôture. Et donc, cette nouvelle conversion vient créer un nouvel écart de taux de change qui n'est propre qu'à la conversion entre la monnaie fonctionnelle et la monnaie de reporting. C'est pour ça que on a deux écarts de taux de change sur la monnaie de reporting, qui doivent bien être distincts parce qu'on verra qu'ils ne seront pas forcément comptabilisés de la même manière. Maintenant qu'on a vu un petit peu tous ces principes basiques donc de calcul des écarts de taux de change, on va rentrer un petit peu plus dans le détail de justement en fait quels sont les différents leviers que pourrait actionner un préparateur de compte IFRS 17 euh, sur justement cette problématique de multi-devises, de taux de change. Et, euh, et justement, on va parler ici de politique de comptabilisation des groupes de contrats. Il faut savoir que sous IFRS 17, donc on raisonne par groupe de contrats et chaque groupe de contrats peut avoir une politique de comptabilisation différente, à savoir soit les charges financières qui sont reconnues le sont totalement dans le compte de résultat, donc dans le PNL, soit on les désagrège entre des charges financières qui vont dans le compte de résultat et dans l'OCI. Ce qu'on appelle l'OCI, c'est Other Comprehensive Income, les autres éléments du résultat global. Et ça, en gros, ça permet un petit peu de capter de la volatilité, notamment due au taux d'actualisation qu'on ne veut pas forcément capter dans le compte de résultat. Euh, donc, pour ça, comment ça se passe au niveau de la norme IAS 21? Justement, la norme nous dit que ces charges financières, non, pardon, les écarts de taux de change, ils doivent être comptabilisés dans le compte de résultat, à moins que l'option OCI soit activée, auquel cas il faudra bien comptabiliser un écart de taux de change propre au compte OCI euh, dans ce cas-là. Et donc, comment on fait concrètement dans notre exemple? En fait, on vient directement calculer l'écart de taux de change sur la ligne des charges financières OCI. J'ai mis le petit calcul ici. Ce qui nous donne un écart de taux de change OCI égal à -20. Et en fait, l'écart de taux de change qui va dans le compte de résultat directement résulte donc de la différence entre l'écart de taux de change qu'on a calculé précédemment, qui était de 355, et ce nouvel écart de taux de change pour le compte OCI qui est calculé ainsi. De la même manière qu'avant, on fait la conversion
des écarts de taux de change calculés en monnaie fonctionnelle vers la monnaie de reporting. Ça nous crée un autre écart de taux de change pour la monnaie de reporting. Et là, encore une fois, la norme IAS 21, elle nous dit cet écart de taux de change calculé pour la monnaie de reporting, il doit être comptabilisé uniquement en OCI. Ça, c'est juste la norme qui le dit, on n'a pas le choix. C'est comme ça. Sauf que tout ça, ça vient nous amener une complexité encore un peu supplémentaire quand on dézoome un petit peu. Là, ce que j'ai présenté, c'était vraiment un schéma d'une réconciliation de passifs. Sauf que bah, du coup, on va observer une nouvelle différence sur l'écart de taux de change qui est bah, justement alloué au compte OCI dans la réconciliation du passif, celui qu'on vient de calculer, et l'écart de taux de change qui est calculé dans la réconciliation OCI. Parce que la réconciliation, enfin le compte OCI est vraiment une réconciliation aussi à part entière. Et forcément, qui dit réconciliation différente, dit des balances d'ouverture différentes et des balances de clôture différentes. Donc là, on voit que entre les deux réconciliations, on a des mêmes montants au niveau des charges financières. Par contre, forcément, quand on calcule l'écart de taux de change sur la réconciliation OCI, eh ben, on observe une différence par rapport à celle calculée sur la réconciliation du passif. Et donc, bah, forcément, c'est problématique parce qu'il faut que les montants soient bien équivalents. Et donc pour ça, on vient calculer un dernier écart de taux de change qu'on a appelé écart de taux de change OCI ouverture, qui vient justement capter cette différence pour que les écarts de taux de change ici soient cohérents entre la réconciliation du passif et la réconciliation du compte OCI. Voilà pour globalement le mode de fonctionnement de conversion, de calcul des écarts de taux de change et de leur comptabilisation. Ce qu'on a voulu faire par la suite, donc une fois que on a pu implémenter tout ça sur nos modèles de valorisation IFRS 17, c'est de voir un petit peu sur un cas d'étude fictif ce qui se passait au niveau du résultat, donc au niveau du PNL, quand on activait et qu'on désactivait l'option OCI. Et notamment, ce qu'on a voulu observer, c'est la sensibilité de ce résultat par rapport à la variation des taux de change dans le modèle. Et donc, on a pu voir que avec l'option OCI désactivée, on avait un peu plus de volatilité sur la projection du résultat qu'on ne retrouve pas forcément quand on active l'option OCI. Et donc ça nous permet de conclure, en tout cas, que on a une partie du résultat IFRS 7 qui est liée aux écarts de taux de change qui est absorbé par le compte OCI un peu à la même manière que les effets dus au taux d'actualisation qui sont aussi absorbés par le compte OCI quand on active cette option. Euh, donc là, on est resté jusqu'alors sur le cas où on avait une seule monnaie une seule monnaie transactionnelle par groupe de contrats. On va aller un peu plus loin, comme je vous le disais du coup en préambule, sur un deuxième cas d'étude où là on a plusieurs monnaies transactionnelles par groupe de contrats. Donc là on va voir que ça complique tout de suite un petit peu les choses. Et aujourd'hui on n'a pas encore implémenté ces différentes méthodes dans nos modèles de valorisation IFRS 17, mais je vais vous les présenter ici. Donc, pour justement répondre à cette problématique, on a les interprétations IFRIC qui ont été parues en octobre 2022, qui proposent l'utilisation de deux méthodologies différentes. On a la méthode SCAP et la méthode MCAP. La méthode SCAP, elle repose sur le principe d'utiliser une monnaie intermédiaire, on appelle une monnaie prédominante, pour en fait convertir tous les flux dans les différentes monnaies transactionnelles vers la monnaie prédominante dans un premier temps, et ensuite de faire la conversion de la monnaie prédominante vers la monnaie fonctionnelle.
Et du coup, cette méthode, elle induit deux écarts de taux de change différents dus aux deux conversions successives. Et la méthode MCAP, elle repose sur le fait de considérer en fait les groupes de contrats dans chaque monnaie différente, de faire directement les conversions en monnaie fonctionnelle et à la fin d'agréger le tout pour avoir les résultats en monnaie fonctionnelle. Euh, ce qui est, Ce qui va être important à voir ici, c'est du coup de regarder un petit peu comment se comportent euh, des résultats sur des exemples assez simples. Enfin, qu'est-ce que mènent ces méthodologies? Quels sont les avantages, les inconvénients de chacune? On verra aussi qu'il y a quelques limites pour chacune d'entre elles. Et donc, pour concrétiser un petit peu tout ça, je vais vous présenter un exemple un peu chiffré, très basique pour qu'on comprenne bien ce qui se passe avec ces deux méthodes-là. Donc là, on est sur un exemple où on a des sinistres en euros et en dollars. La monnaie fonctionnelle de notre exemple, c'est le franc suisse, ça on le verra par la suite. Et ce qu'on a, c'est qu'on a des sinistres projetés sur 5 ans en euros, des sinistres projetés sur 5 ans en dollars, et une prime unique que l'on perçoit en euros à l'inception. Alors l'inception sur IFRS 17, c'est la date de création du groupe de contrat. Ce qu'on va vouloir dans un premier temps, c'est estimer ce qu'on appelle la PVFCF, c'est la valeur actualisée des cash flows futurs. En fait, sur IFRS 17, on a cette première brique que l'on calcule, la PVFCF. Ensuite, on a le Risk Adjustment, qui est grosso modo la marge pour risque. Et dans un dernier temps, la CSM, qui est l'éventuel profit que l'on calcule. Et donc ça va donner lieu à une réconciliation pour la PVFCF, pour le Risk Adjustment et pour la CSM. Je vais vous montrer un petit peu tout ça par la suite, mais du coup, dans un premier temps, ce qu'on veut, c'est calculer les montants de PV. Alors, on fait des calculs classiques de best estimate. Ici, ce qu'on appelle best estimate, pour schématiser, c'est vraiment les calculs de la somme des flux actualisés futurs. Et la PVFCF, elle prend juste en fait en compte la prime dans son calcul. Donc, ce qu'on voit là, c'est que pour justement la conversion des sinistres du dollar à l'euro, on vient utiliser le taux d'ouverture pour cette conversion-là. Mais en fait, on est vite confronté à un problème quand on va devoir faire la réconciliation par la suite, c'est que notamment au niveau du calcul de l'effet de désactualisation, en fait, on va vouloir avoir une cohérence entre ce qui est calculé avec la méthode SCAP et avec la méthode NCAP. Et pour qu'on ait une cohérence entre les deux, étant donné que cet effet de désactualisation va être ensuite converti au taux moyen sur la méthode SCAP, on ne peut pas utiliser le best estimate en tant que tel. Et donc, on est obligé de calculer des pseudo best estimate dans chaque monnaie qui est en jeu dans le modèle. Et ça va nous amener un petit peu de complexité, comme on peut déjà le pressentir, sur la méthode SCAP. Pour aller un petit peu plus loin, et notamment pour parler d'une autre spécificité qui est dictée par les interprétations IFRIC, on va prendre un cas de changement d'hypothèse qui se fait beaucoup sur IFRS 17. Là, on part sur une hypothèse où, à la date d'évaluation t égale 3, on fait l'hypothèse qu'il n'y aura pas de sinistre en année 5. Donc, comment ça marche? On calcule les best estimates avec et sans modification, et le but est de en fait capter la variation due à ce changement d'hypothèse. Et en fait, la norme IFRS 17 nous dit, pardon, les interprétations IFRIC nous disent que ces variations, elles doivent être converties avec des taux différents si c'est pour être utilisé dans la réconciliation de la PVFCF ou de la CSM. Donc pour la PVFCF, on doit utiliser le taux de clôture pour
faire cette conversion, alors que pour la CSM, pour la réconciliation de la CSM, on doit utiliser le taux à l'inception. Et ça, je vous montrerai un petit peu après comment ça marche sur la réconciliation. Mais du coup, pour le moment, on voit qu'avec la méthode MCAP, on n'a pas vraiment de difficulté majeure, étant donné que voilà, on fait vraiment tous les calculs indépendamment par monnaie. Ici, on a les sinistres en euros, on a les sinistres en dollars, et on fait vraiment les calculs de manière indépendante. Comment ça marche donc sur la réconciliation de la PVFCF? On retrouve un petit peu le type de réconciliation que je montrais tout à l'heure sur cet exemple simple. Donc déjà, dans un premier temps, comme je disais tout à l'heure, l'utilisation des pseudo-BE dans le calcul de réconciliation pour la MCAP vient nous donner des montants identiques sur l'effet de désactualisation entre donc les montants en monnaie fonctionnelle qui sont le franc suisse ici sur la méthode SCAP et sur la méthode MCAP. De même pour les changements sur les montants calculés dus au changement d'hypothèse qui sont calculés ici. Donc, comme je disais tout à l'heure, étant donné qu'on a deux conversions qui sont faites successivement, de la monnaie transactionnelle vers la monnaie prédominante et de la monnaie prédominante vers la monnaie fonctionnelle, on a donc deux écarts de taux de change différents qui sont caractérisés ici. Et donc, à ce stade, on voit que pour le moment, les balances de clôture de la PVFCF ainsi que les taux de change, si on fait la somme, c'est bien cohérent entre la méthode SCAP et MCAP. Donc, de ce côté-là, pour le moment, on n'a pas de différence entre les deux. Je vous l'ai pas mis ici pour pas être redondant, mais sur les calculs de réconciliation du risk adjustment, c'est pareil. On n'a pas encore d'écart qui se crée entre les deux. On a quelques spécificités aussi, mais si vous voulez plus de détails, elles sont décrites dans le mémoire. Ça sert à rien de passer trop de temps là-dessus. Par contre, ce qui va nous intéresser, c'est la réconciliation de la CSM. En fait, là, pour la CSM, on vient calculer l'effet de désactualisation sur la base de la CSM initiale. Et sauf que en fait, la CSM initiale, elle est convertie avec le taux à l'inception, tandis que l'effet de désactualisation est converti avec le taux moyen. Et du coup, ça nous permet d'avoir enfin, ça nous empêche d'avoir une cohérence parfaite entre les balances de clôture qui sont calculées en SCAP et en MCAP, parce que du coup, on a forcément une CSM reconnue pour service fourni qui est différente entre les deux méthodes, donc une balance de clôture différente, donc des écarts de taux de change différents. Et ce qui va être important pour la suite, ce qui va être intéressant, ça va être de voir un petit peu justement l'impact de telle ou telle méthode sur justement le montant de CSM et l'écart de taux de change qui est calculé sur la réconciliation de la CSM. J'ai juste mis ici pour vraiment faire les choses jusqu'au bout le compte de résultat PNL qui est donc calculé avec la méthode SCAP et avec la méthode MCAP. On voit qu'on a du coup l'intégration de ces deux nouveaux écarts de taux de change dans les charges financières d'assurance. Donc, voilà, les deux qui sont remplis pour la méthode SCAP, mais seulement un des deux pour la méthode MCAP, étant donné que pour la méthode MCAP, on n'a pas de monnaie prédominante. Et donc là, jusque-là, ce qu'on a vu, c'est que pour le moment, on n'a pas vraiment vu de difficulté majeure pour la méthode MCAP par rapport à la méthode SCAP, en tout cas en termes d'implémentation. Alors, certes, il y a ce fait de considérer plusieurs groupes de contrats par monnaie qui peut un peu alourdir fonctionnellement et techniquement vraiment les modèles. Mais en tout cas, en termes de compréhension, il n'y a pas vraiment de difficulté jusqu'alors. Mais on va voir qu'il y a quelques limites actuelles à cette méthode qui, peut être vue avec ce petit exemple où là, on a un petit peu
modifier les valeurs d'entrée. Donc, c'est pas les mêmes données que sur le cas que je vous montrais juste avant, mais on a un petit peu modifié ça pour justement avoir en méthode SCAP une balance de la CSM qui est positive, juste un peu. Les écarts sont pas très gros, mais en fait, on voit que avec ces données-là, sur la méthode MCAP, en euros ici, on a euh, un montant converti de la balance de clôture en francs suisses qui est de moins 8 934. Et si on considère le groupe de contrat dollars, le montant de la balance de clôture convertie en francs suisses est de 8 205. Et si on fait la somme des deux, si on se contentait en fait d'agréger ici, comme on l'a fait avant, les deux balances de clôture, on se retrouverait avec une clôture de moins 729. Et ça, la norme IFRS 17 l'interdit. On ne peut pas avoir de CSM négative, concrètement. En fait, quand dans IFRS 17, on a une CSM qui devient négative, on doit ouvrir ce qu'on appelle une loss component qui a elle-même ses, sa balance d'ouverture, sa balance de clôture, qui a en fait une réconciliation qui marche de la même, enfin, qui fonctionne de la même manière que la CSM. Sauf que là, du coup, pour répondre à cette problématique, les interprétations IFRIC, elles nous disent que le groupe de contrat, il doit pas être reconnu comme onéreux. Donc, onéreux, ça veut dire on ouvre une loss component par la seule application des taux de change avec la méthode MCAP. Cependant, il donne pas vraiment plus de détails sur la méthode pour gérer ce cas-là et pour comptabiliser la perte alors encourue dans le résultat IFRS 17. Donc, on a dû aussi à ce niveau-là faire des choix méthodologiques dans cet exemple. Où du coup, étant donné que là, on peut le voir sur cet exemple, sur les 2 premières années, la CSM serait devenue négative par la seule application des taux de change. Donc du coup, on force cette balance de clôture à zéro. Au même titre, la CSM reconnue pour service fourni doit être par effet miroir strictement, enfin toujours négative, pas strictement, justement, on force au même titre ce montant-là à zéro. Et en fait, ces forçages à zéro, ça vient nous créer un écart de taux de change supplémentaire, en plus de l'écart de taux de change qui est déjà calculé, quand on a appelé écart de taux de change loss MCAP qui du coup intervient pour justement, encore une fois, avoir la somme de tous ces postes-là, de tous ces éléments monétaires qui est égale à la balance de clôture. Et donc, comme on raisonne toujours par effet miroir sur IFRS 17 avec un poste de débit, un poste de crédit, on a du coup cette nouvelle perte qui doit être comptabilisée, donc qui est l'inverse enfin, l'opposé de l'écart de taux de change loss MCAP, qui doit lui être comptabilisé dans le compte de résultat IFRS 17. Voilà grosso modo pour les différents mécanismes sur ces méthodologies SCAP, MCAP. Ce qu'on a voulu faire pour avoir un petit peu de résultats d'analyse un petit peu sur ces différentes méthodologies, même si on ne les a pas encore vraiment implémentées dans nos modèles. On a quand même construit des plus petits modèles pour voir un petit peu comment se comporter, notamment les calculs de CSM et des cartes de taux de change selon chacune de ces deux méthodes. Et en fait, ce qu'on a voulu essayer d'observer, c'est de faire varier justement la CSM en fonction du montant des primes ou des sinistres. Sur la slide suivante, ce sera pour les sinistres. Là, on l'a fait sur les primes. En fait, sur le pourcentage de primes ici perçues dans la monnaie prédominante. À savoir, on a toujours la même assiette globale de primes en euros ici, mais par contre, dans l'euro qui est la monnaie prédominante, mais par contre, la part qui est réservée de primes perçues en monnaie prédominante varie, la proportion.
Et donc, on voit sur cet exemple que, par exemple, à peu près au-delà de 20% du montant des primes qui est perçu en monnaie prédominante par rapport à l'assiette de prime totale, on a la CSM en méthode MCAP qui devient supérieure à la CSM en méthode SCAP. Et de même pour les écarts de taux de change. Et on a fait exactement le même exercice sur la répartition des sinistres. Et on observe, encore une fois, un certain pourcentage du montant de sinistre en monnaie prédominante, au-delà duquel la méthode MCAP devient, la CSM sur la méthode MCAP devient supérieure à la CSM en méthode SCAP. Donc là, le but, c'est pas forcément de dire que, il y a toujours une méthode qui sera meilleure que l'autre. Le but, c'est un petit peu de pressentir sur certains types de contrats d'assurance vers quelle méthode on peut se tourner plutôt si on a, par exemple, toutes les primes qui sont perçues uniquement en monnaie prédominante et tous les sinistres qui sont perçus dans des monnaies étrangères. Euh, voilà. Pour conclure tout ça, on, on a vu donc dans un premier temps que on a sur le cas d'un groupe de contrats IFRS 17 avec une monnaie transactionnelle unique, on avait la norme IS 21 qui nous donne des indications pour convertir les différents éléments monétaires IFRS 17 en monnaie fonctionnelle, en monnaie de reporting. On a vu aussi les différents mécanismes de calcul des écarts de taux de change et les méthodes de comptabilisation. Et notamment le fait que l'activation de l'option de comptabilisation OCI pouvait jouer un rôle sur le résultat IFRS 17 avec ce contexte d'application des taux de change. Et enfin, pour le cas d'un groupe de contrats IFRS 17 avec plusieurs monnaies transactionnelles différentes, ce qu'on a vu à la fin, on a donc vu que les interprétations IFRIC proposaient deux méthodologies différentes, la méthode SCAP et MCAP qu'on a un petit peu détaillée. On a vu que effectivement, on avait un degré de complexité un petit peu plus élevé sur la méthode SCAP, sur l'exemple en tout cas présenté ici, mais que la méthode MCAP pouvait présenter certaines particularités, en plus d'être un petit peu lourde à implémenter techniquement aussi, qui est la particularité d'induire des cas où la CSM pouvait devenir négative par la seule application des taux de change et qu'il fallait donc faire des choix méthodologiques pour pallier à cette problématique. Et à la toute fin, on a vu donc que selon la répartition des primes ou des sinistres dans la monnaie prédominante, on pouvait essayer de pressentir un petit peu, de privilégier une méthode SCAP ou MCAP par rapport à l'autre si on voulait vraiment simplement comparer les montants de CSM et d'écart de taux de change ainsi obtenus. Voilà pour la présentation. Je vais tout de suite couper le partage d'écran et regarder le chat s'il y a eu des questions. Alors n'hésitez pas à en poser si vous en avez maintenant. J'espère que vous avez bien pu tout entendre et que la connexion est bien passée quand j'ai coupé ma, ma caméra. J'attends un petit peu. Pour le moment, j'ai pas de questions. Ah,
on me demande si, effectivement, on a beaucoup parlé de conversion en monnaie fonctionnelle. Si les études avaient été aussi menées sur la monnaie de reporting. Alors pour le premier cas, sur un groupe de contrats IFRS 17 avec une monnaie transactionnelle unique, on a fait également les analyses avec la monnaie de reporting. Ça, vous pourrez le retrouver dans la mémoire. Je l'ai juste pas présenté ici parce que les résultats sont sensiblement les mêmes. On n'a pas vraiment d'écart entre les deux, ce qui est assez logique aussi. Pour le deuxième cas, en fait, ben, tout réside sur la conversion entre les monnaies de transaction et la monnaie fonctionnelle, étant donné que les monnaies transactionnelles diffèrent et donc on a ce besoin d'utiliser ou non une monnaie prédominante entre les deux, mais par contre, en fait, la conversion entre la monnaie fonctionnelle et la monnaie de reporting, ben, elle est toujours la même. Ça change pas par rapport au premier cas, étant donné qu'on est encore sur on est sur un cas de conversion entre deux monnaies seules. J'espère que c'était assez clair pour tout le monde et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas, si des questions vous viennent, à m'écrire directement. J'aurai plaisir de répondre à vos questions.